reçu autant d'informations internationales, nationales et autres, puisque ça veut dire que les citoyens sont mieux informés, je ne pense pas toujours, d'où l'importance aussi de l'éducation aux médias, la lutte contre les fake news. Mais il y a aussi des défis, une transition numérique avec les médias qui se consomment de plus en plus en ligne via le web, une transition aussi économique et une transition, voire une transition écologique. Et donc, aujourd'hui, on va faire avec les différents intervenants le point, tracer l'avenir des médias, l'équilibre, je l'ai dit, qui est important entre la FTBF et la profession, parce que d'abord, l'avenir des médias, c'est le nécessaire besoin d'un pluralisme de l'information, et c'est ce qu'on défend, c'est le pluralisme de l'information. Et à un moment donné, quand vous n'avez pas différents groupes de médias, bien, le pluralisme n'existe pas. Et donc l'importance du pluralisme de la presse et la coexistence entre différents opérateurs. On l'a vu, le secteur est en fort mouvement ces dernières années, ces derniers mois, il le sera encore à l'avenir. Je voudrais aussi insister, je l'ai dit, on reçoit beaucoup d'informations, mais sur l'information de proximité. L'information de proximité, parce que le pluralisme, c'est cela aussi. Le pluralisme, ce n'est pas que l'information qui vient de la rue de la loi, même si elle est importante, mais c'est aussi l'information qui vient des villes, qui vient des villages, qui vient des quartiers, qui vient de la proximité. Et je pense que l'information de proximité est essentielle. Et là aussi, nous avons des opérateurs de presse écrite, nous avons aussi des médias de proximité qui pensent aussi à leur avenir, parce que, comme on le dit, la TV de papa, elle existe toujours, la TV linéaire existe, les médias linéaires existeront toujours, mais je pense qu'il faut aussi envisager l'avenir des médias autrement. Et puis il y a le débat sur la publicité. Quand on parle de la transition économique, la publicité est essentielle. On le sait, petit marché, la publicité qui n'est pas extensive, la publicité aussi qui est évidemment perturbée par les GAFAM. Et donc la publicité est aussi une recette essentielle pour les opérateurs médiatiques. Et ça, on ne doit évidemment pas l'oublier non plus dans les discussions et dans l'avenir. Parce qu'on entend aussi beaucoup qu'il faut limiter, qu'il faut supprimer la publicité, mais supprimer la publicité, c'est aussi supprimer certaines recettes dont les médias ont bien besoin. Je ne vais pas être plus long, je pense que ce que vous attendez, c'est cet échange animé par un grand débatteur, un grand journaliste qui est devenu un grand député. J'ai mal tourné. Olivier Marois. Voilà, je vous laisse évidemment en bonne compagnie, vous remerciant encore au nom du Centre Jean de Gaulle pour votre présence cet après-midi. Merci. De la RTBF, de François Léaudette, qui est CEO du groupe IPM. IPM, pour ceux qui ne le sauraient pas, édite notamment La Libre, La DH, L'Avenir. C'est aussi l'éditeur, le responsable d'une radio, LN24, et d'une télé, une chaîne d'info en continu, LN24 également. Martine Simonis, qui est la secrétaire générale de l'AJP, l'association des journalistes professionnels. Bernard Coles, qui est professeur à l'UC Louvain, c'est un expert des médias et notamment de leurs structures socio-économiques. Et puis Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur. Et en te présentant Georges-Louis, je me rends compte que j'ai réuni mon patron actuel et mon ancien patron. C'est ce qu'on appelle un strike. J'aurais jamais imaginé. Habitué du débauchage chez nous. C'est vrai. Vous êtes un bon réservoir. L'heure est plus que jamais à ce que l'on appelle le 360. C'est là un des principaux phénomènes de ces dernières années. Bernard Coles. Ce sont certainement deux phénomènes tout à fait prégnants de ces dernières années. Maintenant, il faut bien se dire, ils ne sont pas exclusifs à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils ne sont pas exclusifs à la Belgique. Donc les médias se concentrent partout. Donc que ce soit chez les amis français, chez les Hollandais, aux États-Unis. Donc la problématique concentration des médias, elle n'est absolument pas exclusive à notre marché. Le fait d'y aller aux 360 degrés, ça se passe vraiment partout. Donc, si vous voulez, en ce sens, on n'est pas quelque chose on n'est pas une exception.
Là où par contre, je dirais qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier sur le marché francophone, c'est, je crois que ça a déjà été évoqué, sa petite taille. Sa petite taille et aussi le fait que les francophones de Belgique sont extrêmement tournés vers la France. Et que donc, si vous voulez, aujourd'hui, les concurrents par rapport à la Libre Belgique, par rapport à l'Avenir, par rapport au Soir, c'est aussi Le Monde, Libé. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler aussi que au moins 17-18% de l'auditoire francophone télévision part sur TF1. Donc, si vous voulez, il y a cette attraction du marché français qui évidemment retire des moyens spécifiques au marché des médias francophones. Et alors, il y a évidemment la petite taille. Alors, la petite taille, il faut bien se dire, donc, sur le marché francophone, donc avoir une part de marché de 5%, c'est donc 5% de 4,5 millions. Sur le marché allemand, c'est 5% de plus de 80 millions. Du coup, il y a des effets de taille qui sont évidemment totalement différents, qui ajoutent, je dirais, une couche supplémentaire par rapport, disons, à l'objectif difficulté qu'ont les médias belges, surtout les médias belges francophones, à surnager et à prospérer, je dirais, sur ce marché. Sont actifs sur justement des pays environnants. Donc des PG médias, le plus gros acteur du marché média en Belgique, essentiellement flamand, est présent sur les Pays-Bas, sur le Danemark. Rossel, très présent sur la France, assez loin même en France. Mediahuis, donc l'éditeur du Standard, Nieuwsblad et autres, est présent, lui, donc non seulement aux Pays-Bas, mais aussi au Luxembourg, figurez-vous, en Irlande. Bref, je veux dire, il y a, on voit qu'effectivement, pour une série d'éditeurs belges, justement, le marché était tellement petit qu'ils sont allés exporter leur modèle de maîtrise des coûts ailleurs. Alors, François Laudet, vous êtes l'un des éditeurs, je suis presque, pour citer les principaux titres, et puis il y a ITM avec la Libre, la DH et l'Avenir. Ce rachat de l'Avenir, cet investissement dans LN24 télé et radio, tout ça c'était indispensable pour assurer la viabilité du groupe. Parce que vous êtes de plus en plus en fait un acteur multimédia. L'époque où la famille Laudet possédait la Libre Belgique, la dernière heure, elle ne faisait que du journal papier, ben, ce temps-là il est révolu. Vous êtes un acteur aujourd'hui multimédia. C'est vrai. Bon, bonjour à toutes et à tous. Mais le paradoxe, c'est qu'on a encore la majorité de nos revenus du journal papier. Et cela encore. Et ça ne va pas durer. Voilà. Et pour faire un petit calcul, un journal, grosso modo, prenez la rédaction, le marketing, l'informatique, patati patata, disons, tout ça, ça coûte une trentaine de millions. Minimum. Minimum, 30-40 millions. Et vous dites, ok, et d'où vient l'argent? Là, c'est la grande question. D'où vient l'argent? Eh bien, nous recevrons pour ce journal 2 millions d'aides à la presse. Donc, il va falloir trouver 28 millions. Ils sont où ces 28 millions? Moi, je ne peux pas appeler la ministre pour demander 28 millions. Non, je ne crois pas que le président du MR accepterait que je fasse là. Et les 28 millions, mais ils viennent de tous nos lecteurs qui font le choix de choisir de lire l'ADH ou la concurrence le soir. Ça, c'est merveilleux, c'est la liberté. Ils peuvent choisir leur média et ils payent pour ce média. C'est quand même magique, hein? Et donc, pendant tout le XXe siècle, vous avez eu une presse quotidienne extraordinaire, en général, parce que vous aviez un papier que les lecteurs achetaient, parce que ce papier, c'était compliqué de le copier et de le diffuser partout, et parce qu'il n'y avait pas de concurrence du service public sur le marché de la presse quotidienne. Ça veut dire, ça viendra plus tard, mais la question c'est de se dire, ça c'était le XXe siècle. Qu'est-ce qui va se passer au XXIe siècle? Au XXe siècle, le papier, ça devient du digital. Et le digital, c'est quoi? Le papier, ça se vend bien. Le digital, ça se vend pas bien. Tout le monde veut gratuit. Le papier, ça se copie pas.
Et le digital, ça se copie tout le temps. Plagiat partout, boum, sur les réseaux sociaux, dans tous les sens. Vous écrivez un bel article, hop, 10 secondes plus tard, tout le monde l'a copié, il est parti partout. Alors, ok, mais comment est-ce que je vais récupérer mes sous ici, hein? Et puis après ça, vous dites, bon, ben au moins, le service public va me foutre la paix. Pardon, vous va me laisser tranquille. Bah non, pas du tout. Au contraire, lui il dit, ben moi aussi j'ai envie d'être là. Donc il arrive et puis il offre gratuitement tout ce que nous on fait. Donc ça c'est un peu notre débat, Jean-Paul et moi. Enfin, pas que moi, avec Marchand et tout ça. On y reviendra. Oui, mais c'est parce que c'est l'introduction. Certains ont pu y assister à ce débat. C'est l'introduction, c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui on a investi énormément dans le digital, on investit énormément dans l'audiovisuel, on fait de la convergence. Mais à la vérité, on est face à une sorte la piste de décollage, il arrive au bout, parce que c'est tous nos investissements, et la piste, c'est encore le papier, c'est ce qui nous paye. Et puis, dans quelques années, il n'y a plus de piste. Alors, soit on ne décolle pas, soit on décolle. Et on décollera que s'il y a de l'importance. Et l'importance, c'est quoi? C'est un marché numérique. On y verra. La viabilité économique, on en parlera, c'est promis, ce sera même le cœur de fond, sur le phénomène de concentration des médias. Avec les dangers éventuels en termes de pluralisme. Et puis si on concentre des titres de presse ou des acteurs médiatiques dans les mêmes mains, est-ce qu'il n'y a pas là un danger pour notre démocratie? Martine Simonis, vous êtes la représentante des journalistes. Deux questions. La première, c'est dans ce phénomène de concentration des médias, quelle place pour les journalistes? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, le fait d'avoir maintenant un nombre réduit d'acteurs, même s'ils sont plus puissant? Et puis la deuxième question, c'est celle que j'évoquais il y a un instant, est-ce que cette concentration pose chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles, un problème en termes de pluralisme pour les lecteurs, les téléspectateurs, les auditeurs? D'abord, peut-être dire une chose, c'est que donc, notre union professionnelle, elle a des membres partout, autant à la RTBF que dans les médias privés, que la communauté germanophone, Fédération Wallonie-Bruxelles, etc. Et donc on a une vue un peu, je dirais, hélicoptère des situations, et les situations sont assez diverses. Donc c'est difficile de dire, voilà, c'est comme ça. C'est clair que le phénomène de concentration auquel on a assisté ces 2 dernières années, pour les journalistes, ça pose un problème. Pour les journalistes indépendants, ça réduit leur marché. Je prends un exemple, un journaliste sportif, avant, pouvait vendre un papier à l'avenir à la dernière heure. Ben maintenant, il n'a plus qu'un seul client, parce que ce sera le même papier qui passera dans l'avenir et dans la dernière heure. Donc, vous allez me dire c'est marginal. C'est pas marginal, parce que la situation des journalistes indépendants, pour nous, c'est un vrai problème depuis des années. On y reviendra peut-être. Et une enquête récente, qui date d'il y a à peine quelques jours, montre que les revenus des journalistes indépendants, je parle bien des journalistes indépendants, sont moins élevés qu'avant le Covid. Alors que les journalistes salariés, ils ont eu une indexation plus ou moins importante selon leur employeur. Oui, donc c'est l'étude Portrait qui a été réalisée par 3 universités, ULB, Université de Mons et l'Université de Gand, c'est le portrait des journalistes belges, donc ça porte aussi sur la Flandre. Et on voit qu'en effet, le revenu moyen des journalistes indépendants a diminué sur les 2 dernières années. Donc c'est un vrai problème parce que l'inflation, elle a galopé pendant cette période-là, donc ça veut dire que la diminution, elle est beaucoup plus importante encore que ce que nous montrent les chiffres. Et le fait que le marché se concentre d'une certaine manière, qui est aussi et toujours des compressions budgétaires dans les entreprises de presse, donc ça, évidemment, pour les journalistes indépendants, c'est un souci. Je voudrais quand même relativiser la concentration en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce que sur un si petit territoire, si on prend un territoire comparable comme ça en France, on va encore trouver un journal, une télévision régionale et un journal national, une autre radio. Voilà. Quand on voit la profusion de médias qu'on a encore en Fédération Wallonie-Bruxelles, même si on sent qu'on est dans un mouvement qui va concentrer ces médias vers quelques groupes, moi je voudrais dire qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir 12 télévisions locales, d'avoir le service public, d'avoir des télévisions privées autant. Ça c'est pour l'audiovisuel, mais également pour la presse écrite, pour les magazines. Et il y a aussi une belle vitalité, je dirais, dans le secteur. Et donc du pluralisme, c'est ça que vous êtes en train de dire. Mais je voudrais dire qu'on est encore dans une situation où on a du pluralisme. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que avec la concentration, le pluralisme au sein de même groupe diminue. Donc, je reprends le groupe de mon voisin François, La Libre, La Dernière Heure et L'Avenir.
pour l'instant, d'abord la concentration a permis de faire des économies d'échelle dans tout ce qui est service de support, hein, comptabilité, informatique, etc. C'est le but d'ailleurs. Hein. Quand on rachète, on Oui, mais il n'y a essaie pas aussi que de ça, faire il y des a économies des d'échelle. articles qui se trouvent dans les trois titres. C'est ça. Et alors, on pourrait se dire, en fait, ce qu'il faut préserver, c'est les rédactions. C'est le rédactionnel, c'est le cœur des rédactions. Mais ce à quoi on assiste aussi, c'est sur certains segments éditoriaux, c'est à, en fait, une offre qui devient une offre unique. Donc, par exemple, Rossel, quand on trouve, comme ça, je prends le voisin. Oui, il faut taper un peu sur tout le monde, Oui, mais sinon c'est pas je veux dire, les mêmes phénomènes se produisent partout, donc on peut prendre plusieurs exemples. Rossel a créé pour Sud Presse et pour Le Soir une cellule sport. Donc vous avez quasiment les mêmes papiers, en tout cas tous les effectifs ont été regroupés dans une seule cellule. Vous allez me dire, c'est normal, on ne va pas envoyer chaque fois 2 journalistes dans un même groupe à un prix de Formule 1, ok, on peut l'imaginer, mais le plus important aussi, c'est que ça se passe en information régionale, par exemple chez c'est que ça se passe aussi en information régionale dans le groupe Rossel. Donc les informations régionales, et ça on le voit en Allemagne aussi, sont souvent les premières à souffrir des mouvements de concentration. Donc Bild, Bild va supprimer dans les 2 prochaines années 200 emplois qui sont essentiellement des emplois dans les rédactions régionales. Il va passer de 18 à 12 rédactions régionales. Et c'est là qu'on se dit, on a encore une apparence de pluralisme, mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est arriver à protéger les lignes éditoriales et protéger en fait le cœur de ce qui fait le métier des entreprises de presse. Parce que si on en parle comme on n'en parle pas comme d'une autre industrie, c'est parce que c'est une industrie spécifique qui a vraiment un but sociétal et une fonction dans la société qu'aucune autre industrie n'a. Donc c'est vraiment une force vitale de la démocratie. Je crois que je ne dois convaincre personne ici de ça, qu'on en est tous conscients. Mais ça veut dire que ce n'est pas seulement le marché qui doit la réguler. Et je pense que M. Coles termine comme ça le dossier qu'il a fait au CRISP très récemment sur le secteur socio-économique. Je pourrais vous citer, je vous ai ici, mais où il dit, en gros, vu la spécificité et le rôle des entreprises de presse dans une démocratie, ce n'est pas seulement au marché qu'il faut laisser la régulation. Je ne vous ai pas trahi, je pense. Et je trouve que c'est un beau résumé du débat, c'est de se dire, à la fois, il faut des conditions économiques, donc il faut sans doute un certain seuil de concentration dans le secteur, mais il y a des objectifs à atteindre au plan social, des rédactions à protéger, les questions de déontologie et d'éthique, la manière dont on va y intégrer l'intelligence artificielle, je sais que vous allez en parler dans le 2e panel. Donc pour nous, le débat il est complexe, et je pense que les journalistes doivent être au cœur de cette question-là aussi, en ce compris leur statut et leur rémunération. Et augmenter son offre, elle est présente partout, la RTBF maintenant, sur tous les écrans, pas uniquement sur la bonne vieille télé de papa qui trônait jadis au milieu du salon, elle est présente sur le smartphone, sur les tablettes, et elle est à la recherche, je dirais, de tous les publics, notamment du public jeune qui ne regarde plus du tout la télévision, d'où la présence de l'RTBF par exemple sur des plateformes étrangères telles que TikTok. Donc ça aussi c'est une question de survie pour le service public. Dans l'ADN du service public, c'est d'ailleurs dans notre décret, un des premiers articles, nous nous adressons à toutes et à tous, ce qui est quelque part la définition même d'un service public. Et vous le disiez tout à l'heure et dans les conclusions de votre article, il y a une dimension sociétale considérable aux médias. Je pense que la constituante de 1789 instaure la liberté d'expression, de pensée. On le met dans un texte fondateur au moment de la Révolution française. Et c'est même encore un des piliers de la Révolution française. Dans une société aujourd'hui où la polarisation devient un peu la règle, où les tribus remplacent la société, où l'agora que représentait hier le journal papier ou le rendez-vous de radio ou de télévision ne disparaît pas, mais s'estompe au bénéfice des réseaux sociaux, il est clair qu'avoir des acteurs qui rassemblent, qui incluent, c'est totalement vital et nécessaire.
On va voter dans moins d'un an pour les élections européennes. On pourra voter à 16 ans. Donc il y a des jeunes garçons et des jeunes filles qui aujourd'hui... 280 000 en plus. Oui, mais ils sont dans leur 15e année. Il y a 2 challenges. Un qu'on doit remplir aujourd'hui. Aujourd'hui, inscrivez-vous à ces élections, puisqu'elles seront facultatives, libres et pas obligatoires. Et le deuxième, c'est agissez, posez votre premier acte de citoyen en connaissance de cause. Où vont-ils s'informer? Ils vont s'informer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut laisser aux réseaux sociaux, et en fait à 2 choses, la capacité à faire circuler rapidement un message qui n'est pas une information correcte. Étude américaine, il y a 2-3 ans, une fake news sur les réseaux sociaux va de 6 à 8 fois plus vite se répandre qu'une information vérifiée. Est-ce qu'on va laisser aux algorithmes de ces plateformes internationales le soin de sélectionner qui ou quoi? Est-ce que l'on va laisser la capacité aux formations qui veulent communiquer de faire de la publicité, ce qui est interdit, ce que ces mêmes formations ont interdit sur les médias? On ne fait pas de publicité politique sur nos médias et sur les médias. Sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait libre. Voilà, ça ce sont vraiment des questions de société auxquelles nous devons répondre en embrassant le mandat qui nous est donné. Nous devons nous adresser à toutes et à tous. D'où une démarche d'évolution, puisque hier, de par, non pas le monopole du service public, mais cette situation quasi monopolistique des canaux de distribution. Il fallait avoir les reins très solides pour distribuer de la presse quotidienne dans tous les kiosques de Belgique et dans toutes les boîtes aux lettres de Belgique, une grosse infrastructure. Il faut les reins solides et avoir l'accès à une fréquence pour pouvoir émettre une chaîne de radio ou une chaîne de télévision. Ça coûtait cher de distribuer. Aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. Et n'importe qui peut le faire. Et donc nous devons, comme on n'a plus cette espèce de goulet d'étranglement du canal, on doit effectivement embrasser tout le monde. Il y a un élément qui passait totalement inaperçu entre les 2, est-ce que c'est entre les 2 tours, ou juste avant le premier tour des élections présidentielles en France. L'État français a passé un accord avec les plateformes pour faire passer de la publicité gouvernementale alors, pour inciter les jeunes à aller voter. J'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est l'échec des médias. Ça c'est l'échec. C'est la démonstration que les médias ne permettent plus de toucher un certain public et que ce public, il est nécessaire de le toucher si on veut faire activer la démocratie. Ça fait partie de la demande. Il y a un besoin de régulation. J'aurais voulu entendre votre avis là-dessus. Et puis de manière générale, comment vous regardez cette évolution du paysage médiatique, en tout cas sous l'angle de la concentration et donc des garanties ou pas du pluralisme. On parlera de la fiabilité économique juste après. Tout d'abord, bonjour à tous et merci pour votre présence. En ce qui concerne la question de la concentration, c'est un phénomène qui est assez normal dans le cadre d'une massification de consommation. Donc en fait, dans tous les secteurs, il y a de la concentration, absolument tous. Et c'est normal parce que plus vous massifiez votre consommation, plus vos marchés sont grands, plus à un moment donné, vous devez standardiser des offres, et donc vous avez des opportunités d'économie d'échelle. Mais aujourd'hui, il y a des concentrations dans le secteur de l'automobile, il y a des concentrations dans le secteur de l'industrie, il y a des concentrations dans le secteur des médias. C'est tout simplement logique parce que vous avez plus de consommateurs, vous avez plus de réseaux de diffusion, donc vous avez besoin de faire des investissements. Et donc, c'est une dynamique qui est positive. Non, je pense que sur un principe économique, c'est plutôt sain. Après, ce qu'il faut, c'est garder la diversité dans les différentes rédactions. Ça, c'est différent. Et ce sont deux choses, ce sont deux choses différentes. Alors, c'est clair que si, pour des comptes... Alors, les journaux, en se concentrant, ont malgré tout intérêt à garder une diversité dans leurs titres, parce que les lecteurs sont différents par essence. Et donc, chez Rossel, celui qui achète le soir n'est pas celui qui achète la capitale. Et donc, si Rossel se dit, pour faire une économie d'échelle, je ne vais plus avoir qu'une seule rédaction de journalistes et je vais mettre le même article à tous les niveaux, ça n'a pas de sens. Par contre, ça a été dit tout à l'heure, vos pages sport, si le journaliste de la DH qui a suivi le Grand Prix de Formule 1, on reprend le même article, voire un concentré dans la Libre, ça ne va pas changer fondamentalement. Mais où ça devient un problème,
c'est quand sur votre core business, par exemple la proximité pour l'avenir ou Sud Info ou la politique pour la Libre le soir, vous commencez à standardiser vos articles. Parce que alors là, effectivement, il n'y a plus que la canette qui change, mais pas le coca dedans. Mais je dirais que oui, c'est inquiétant si c'est le cas, mais de toute façon, même si c'est le cas, ça amènera ces titres à disparaître progressivement. Parce que celui qui achète l'avenir, s'il retrouve exactement le même contenu que dans la Libre, mais il va arrêter d'acheter l'avenir. C'est aussi simple que ça. Je te coupe, mais il y a déjà déjà, le cas. Par exemple, il y a déjà quelques l'article politique d'Adrien de Marneffe, on le retrouvera dans la Libre et on le retrouvera dans la dernière heure. Est-ce qu'en faisant ça, vous ne vous tirez pas une balle dans le pied, François Léodet? Non. Non, mais je vais laisser le président terminer. Mais donc, alors, tant que vous le faites. Mais j'ai toujours rêvé de le couper. Donc... mais tant que vous le faites. Journaliste aussi. Tant que vous le faites dans une certaine mesure, ça peut être gérable. Mais si à un moment donné vous vous retrouvez avec le même journal, ça, on peut l'expliquer jusque demain. Le type qui achète du Fanta, si dans le Fanta vous lui avez mis du Coca, ben, soit il achètera du Coca, soit il achètera plus aucun des deux. Donc il y a quand même un enjeu où les groupes eux-mêmes sont conscients de ça, qu'ils s'adressent, comme d'ailleurs la RTBF ne met pas exactement les mêmes contenus sur les réseaux sociaux que ce qu'ils mettent sur Antenne, ils ne mettent pas les mêmes contenus sur la 3 que sur la 1. Mais ça c'est leur responsabilité commerciale d'une certaine manière. L'autre aspect, c'est que je pense que quand on dit que la presse ne peut pas uniquement être un marché, etc., c'est volontairement provocateur, ça suscitera le débat. Je pense qu'on ne peut pas non plus toujours pleurnicher sur le fait « Ah, il y a de moins en moins de gens qui nous lisent. Ah, mais pourquoi? Ah, mais les gens ne veulent plus. » Je veux dire, à un moment donné, les gens sont prêts à payer pour toute une série de choses. Par exemple, la Belgique francophone est un royaume de la télévision gratuite. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a, mais partout ailleurs en Europe et dans le monde, vous ne pouvez pas avoir un Grand Prix de Formule 1 sans payer. Vous ne pouvez pas avoir un match de foot sans payer. Nous, en Belgique francophone, on a encore des chaînes en clair qui diffusent des grands événements internationaux gratuitement, soit sur la RTBF, soit sur RTL. Mais néanmoins, ça n'empêche pas des gens d'acheter des abonnements sur Netflix, alors qu'on n'a pas cette culture, a priori, d'acheter pour regarder la télé. Mais au niveau de la presse, je pense, et je suis volontairement, je renvoie un peu vers eux, parce que souvent, ils jugent les politiques, donc c'est un plaisir. Allez-y, lâchez-vous. Ah, mais c'est les rôles. Parfois, il faut aussi se dire, on parlait des articles d'Adrien de Marneffe, si c'est pour lire du matin au soir des petits jeux, des petits off, des trucs comme ça, par exemple sur les pages politiques, et des articles où vous n'apprenez pas nécessairement quelque chose de fond, où la didactique n'est pas nécessairement adaptée, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, il y a des efforts considérables dans les journaux, mais à commencer par l'EMR, toute organisation est avouée à s'améliorer et à progresser. Et donc je crois qu'on ne peut pas uniquement dire le marché est un problème, il y a aussi un enjeu de se dire comment on peut se montrer plus attractif dans nos contenus pour que les gens aient à nouveau envie de nous acheter et de nous suivre. Moi je vois une chose, si on prend vos procès, le Sud Info ne marche pas si mal, pour être clair, en termes de vente. Pourquoi? Ils ont joué la carte de la proximité. Il y a d'autres cartes qui peuvent être jouées. Et juste un dernier mot, le pluralisme est bien évidemment, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse comme parti politique, fondamental d'un point de vue démocratique. Parce que plus vous allez à concentrer, et en particulier, et là ça pose la question de la chaîne publique, à un moment donné, il faut faire attention que, en tout cas en médias TV, on se retrouve avec un monopole de l'information qui relève de la chaîne publique. Je pense que ça serait un vrai problème. Avoir un seul média, et il suffit de regarder comment le même sujet d'information peut être traité de façon différente sur 2 ou 3 chaînes de télévision. Et donc je pense qu'au niveau télévisuel, et là il y a un vrai enjeu avec RTL TVI qui pourrait faire un choix commercial de dire moi je laisse tomber l'information, ce qui amènerait effectivement LN24 à être présent, mais pas grand chose d'autre face à la RTBF. Et c'est un vrai souci démocratique. Et dans les rédactions écrites, je pense que moins on a de titres, fatalement, moins vous avez de pluralisme, parce que bien que tous les journaux se prévalent d'une impartialité, c'est relativement faux. Et alors, il y a une impartialité dans le traitement d'un sujet, mais il y a des lignes éditoriales. Et donc, il y a des tendances, des sensibilités, des sujets. C'est tout à fait normal. En France, vous achetez l'Humanité, oui, le Figaro, vous savez, oui, mais là, c'est un vrai débat, c'est que la France a la culture d'avoir des journaux qui assument d'être des journaux d'opinion. Nous, en Belgique, nos journaux, je pense d'ailleurs, ont fait une erreur de vouloir tous dire qu'ils étaient impartiaux et sans opinion. Or, à la fin,
moi, je sais très bien quand je donne une interview à un journal par rapport à un autre, que je n'aurai pas le même lectorat, pas la même sociologie. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne traitent pas l'information de façon impartiale, mais ça veut dire que certains sujets sont plus mis en avant ou que certaines tendances sont plus représentées d'un côté ou de l'autre. Il faut en être conscient quand on achète un titre. Est-ce que justement, pour rebondir, donc désolé de vous titiller, mais est-ce que justement, on n'est pas le droit là sur quelque chose qui est un problème en soi? On n'assume pas une offre suffisamment marquée, je veux dire, à force de dire oh non, nous on est équidistant, hein, on est ni de gauche ni de droite. En Belgique francophone, tous les titres nous disent ça. Est-ce que justement, ça n'est pas contre-productif? Et on abordera la question de la viabilité économique après. Est-ce que c'est pas pour l'exprimer peut-être un peu plus clairement, une des raisons pour lesquelles le lectorat traditionnel s'étiole un peu? Non, je crois pas. Honnêtement, je crois qu'on a une presse de très grande qualité. J'ai pas dit le contraire. Est-ce qu'elle n'aurait pas intérêt à assumer une grille de lecture, un positionnement plus clair? Je ne crois pas. Personnellement, j'aimerais bien. Je suis quelqu'un qui a une idéologie, donc je veux dire, mais quand je vois sur beaucoup de sujets, notre électorat, sur chaque titre, est extrêmement diversifié. Et donc, je connais des sujets très clivants où il faut faire très attention. Donc, je crois qu'on a la chance d'avoir en Belgique, d'ailleurs dans le nord comme dans le sud du pays, une presse nuancée et de grande qualité. Vous voyez, quand vous prenez la presse anglaise, mais c'est ça qu'il faut voir. Hein. Quand vous prenez certaines chaînes de télévision françaises ou américaines, qui jouent volontairement sur l'hystérisation et la tribalisation à l'extrême, bon, ça a des conséquences sur le plan politique qui ne sont pas tristes. On a vu Trump, on a vu en France le nationalisme poussé à l'extrême, notamment avec certains médias qui soufflaient sur le feu. On a vu le Brexit en Angleterre avec des médias qui étaient franchement en dehors des lignes d'honnêteté minimum. Donc non, on a une presse qui est... En fait, je crois qu'on a une presse qui nous ressemble, à la vérité. Parce que je vais renvoyer la balle au MR. Est-ce que vous trouvez que le MR est un vrai parti libéral? Oui, c'est vrai. hein? Jean-Louis Boucher peut-être, mais est-ce que tous les élus du MR et tous les parlementaires du MR sont vraiment des libéraux au sens libéral du terme? C'est très nuancé. Il y a des familles, et c'est normal. Je crois qu'on a une presse qui est représentative de la sociologie de ce que nous sommes. Et la navigation est compliquée. Voilà, il faut beaucoup de nuances. Alors, abordons la viabilité économique. Le modèle, il a considérablement changé, hein, puisque vous l'avez dit, il y a quelques dizaines d'années encore, le journal, ça s'achetait en kiosque. Il y avait une ou deux versions. Le soir, avait une version à 16h, si je me souviens bien. Peut-être que les plus anciens s'en souviennent également. Au Carrefour, place de Brouquer. Voilà, et puis il y a la révolution numérique qui est passée par là. Aujourd'hui, l'information, elle est partout. Avec ce phénomène aussi, on l'a abordé tout à l'heure. Moi, j'ai un fils à mon grand désespoir et j'attends d'ailleurs les résultats de sa dernière année d'infographie, donc je surveille mon GSM, parce que je suis un petit peu comme ça, mais je crois que ça va aller. Et lui, il n'écoute jamais la radio, il ne regarde pas la télé, donc un JT alors que sa mère le présente, il ne regarde pas, et il s'informe sur les réseaux sociaux. C'est peut-être à cause de ça. Oui, peut-être. En plus, à une certaine époque, il y avait son père et sa mère dans la télé, donc ça va peut-être dégoûter. Mais donc, tout ça pour illustrer un phénomène, c'est que, voilà, l'info, elle est partout, les canaux d'information, ils sont partout, et donc le modèle est compliqué à viabiliser. Je voulais vous entendre là-dessus, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, un journal, ça coûte grosso modo 30 millions, on a 2 millions d'aides à la presse, et pour le reste, on doit aller chercher ça nous-mêmes, dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel, puisque si je me souviens bien, les GAFAN, c'est à peu près 80% du gâteau publicitaire. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Bon, je ne suis pas venu ici pour parler sans être tranché, hein, c'est ce que vous souhaitez. Donc je vais volontairement être assez tranché. Je crois qu'il y a une perversion idéologique grave dans notre société qui est en train de se faire jouer. Et je vais rebondir sur les propos de Jean-Paul Philippot. Une perversion idéologique? Oui, une perversion idéologique, vous allez voir pourquoi. Grave. Oula. Mais vous allez voir
voir pourquoi. Mira, Parce qu'on la trouve dans de plus en plus de textes. On a à raison dit que la liberté d'expression était une valeur fondamentale, elle était protégée par la Constitution. Quelle est l'étape suivante du raisonnement? L'étape suivante du raisonnement que j'ai entendu, c'est de dire, ah ben oui, donc c'est pour ça que le service public, il doit être partout, pour tout le monde, universel. Est-ce que c'est ça que la Constitution dit? C'est marrant parce que nous, on a un recours, toute la presse, contre la RTBF et contre la communauté française sur le contrat de gestion, au nom de la liberté d'expression protégée par la Constitution. Donc on dit exactement l'inverse. On dit, mais non, ce que le service public est en train de faire aujourd'hui est en train de détruire la liberté d'expression. Attends, il vient avec quoi celui-là? Mais si, regardez. Alors, il faut faire attention quand on parle de marché régulé, pas régulé. Moi, quand je raisonne marché, je parle des ressources. D'où viennent les ressources? Et je vais prendre une comparaison. Le secteur de la littérature, le livre. C'est important la littérature et le livre. Imaginez que parce que c'est important, on considère que ça doit être gratuit. Ben oui, c'est normal, c'est important. Donc tout le monde doit pouvoir aller dans une librairie pour acheter un bouquin, il peut le recevoir. Donc ça sera financé par le secteur public. Donc on aura un service public de la littérature qui va avoir un conseil d'administration avec des représentants du monde politique et une équipe qui va sélectionner les auteurs qu'on va financer et on va également financer les bouquins, on va tout donner gratuit. Et vous appelez ça le pluralisme? Or, aujourd'hui, personne ne conteste que les maisons d'édition privées, vivant sur le marché, c'est-à-dire les gens qui achètent des bouquins, permettent d'irriguer l'ensemble de notre société sur le plan culturel avec diversité, pluralisme, qualité. Alors, ou bien on fait confiance à l'économie de marché, à sa capacité et à la capacité des entrepreneurs, des entreprises de délivrer des services d'intérêt général, parce que tout le monde est d'accord de dire que la presse est un métier d'intérêt général, mais ces notions de qualité d'information, de lutte contre les fake news, d'information dans toutes les générations, vous savez qui le fait aujourd'hui? Qui? Les principaux acteurs? La presse quotidienne? Évidemment. Si vous prenez sur Internet aujourd'hui, tous les jours, si je prends tous les sites Internet de news francophones, vous avez 2 millions de visiteurs par jour. 2 millions. Et sur ces 2 millions, il y en a 100 000 qui payent. Donc il y a 1 900 000 personnes qui sont informées tous les jours gratuitement. Vous pouvez faire exactement le même raisonnement sur les réseaux sociaux. Qui donne le plus d'informations dans les réseaux sociaux? Qui a le plus d'abonnés aux réseaux sociaux? La presse quotidienne. Et la presse quotidienne, elle vit de quoi? Elle vit du marché. C'est-à-dire des lecteurs qui payent et des annonceurs publicitaires qui utilisent la presse et leurs médias Internet pour communiquer. Et donc on voit les vertus, et ou bien on croit aux vertus des entreprises, ou bien on n'y croit pas. Mais aujourd'hui, la démonstration, elle est évidente. La plus grande valeur ajoutée informationnelle, elle est produite par les entreprises privées, et je crois que ce qu'on doit faire très attentif aujourd'hui, c'est de se dire, ok, maintenant, le modèle économique va complètement shifter, je crois d'ailleurs que c'est un des thèmes de votre colloque, de vos assises, et quels sont les éléments dans ce nouvel environnement économique, de l'économie du numérique, va permettre aux entreprises privées de continuer à financer, payer des journalistes pour qu'on ait une information de qualité. Ce n'est pas incompatible avec le service public, mais aujourd'hui on a une vision un peu d'exclusivité des services publics, comme si, j'ai lu récemment dans le document européen qui se prétend être Media Freedom Act, vous avez le tome 1, et donc dans ce document très épais que la communauté française, que la communauté européenne produit, on dit la lutte contre les fake news, le service public va lutter contre les fake news. Ok, il peut le faire. Il le fait, non? J'espère bien. Mais on ne dit nulle part que le monde des éditeurs privés lutte tous les jours contre les fake news, comme si nous ne le faisions pas. Comme si la façon... Non mais c'est très important. Si on suit votre raisonnement, il faudrait privatiser les RTBF. Non, je ne dis pas ça. Je ne suis pas contre la privatisation. Je crois pas. Je crois que c'est important. Je crois que c'est important que tout le monde ait son rôle. Tout le monde a un rôle à jouer. Il faut juste faire attention qu'une stratégie publique ait pour conséquence de détruire de la valeur. De détruire, pire que ça, de détruire les rédactions. On parle de ça. La parole à la défense, si je puis dire.
Est-ce que la RTBF... Vous vouliez un colloque un peu animé. Hein? Ah oui, on savait en vous invitant que vous alliez animer le panel. D'autant qu'on connaît la théorie, vous êtes constant en tout cas dans ce message-là. Jean-Paul Philippot. Tout d'abord, peut-être pour clôturer sur la concentration, il y a une plateforme européenne qui, chaque année, fait en Europe une étude sur la santé des médias, sur le plan du pluralisme et de la concentration. C'est animé par le Centre Schuman. La Belgique, in toto, concentration dans la presse à très haut risque. L'indépendance éditoriale risque modéré. Mais on vit dans un pays où la concentration des médias est très élevée. C'est moi qui le dis, c'est le Centre Schuman. J'ai par curiosité été voir quelle était la cote de la Hongrie. La Hongrie a une cote de concentration plus faible que la Belgique. Et donc ce que vous dites est important, Madame Simonis. Je crois comme vous que la concentration est consubstantielle de l'évolution. Je vais y revenir. Mais, et c'est peut-être là que je ne suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde que François Leaudet, et nous soutenons le Media Freedom Act, et parmi les médias publics, je suis un des artisans d'une position forte de soutien à Media Freedom Act, parce qu'il fait la balance et il rend possible une équation complexe qui est celle de la concentration nécessaire sur le plan économique avec la liberté et le pluralisme qui est nécessaire au fonctionnement d'une démocratie. Sur la liberté d'expression, et je n'aurai pas une introduction radicale comme la tienne, François, donc pour moi je ne parlerai pas ni d'idéologie ni de perversion. Il y a quand même un paradoxe idéologique à dire qu'au nom de la liberté d'expression, on va réduire la capacité des journalistes de la rédaction de la RTBF à s'exprimer et à offrir une information qui, paradoxalement, ils pourraient offrir sans limite en radio et en télévision, mais ne pourraient pas offrir à celles et ceux qui n'écoutent plus la radio ou ne regardent plus la télévision. Et vous avez attaqué le contrat de gestion devant le Conseil d'État, vous n'êtes pas à votre coup d'essai, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on passe plus de temps devant les tribunaux par avocats interposés qu'à discuter ensemble de la manière d'avancer. Vous avez été le faire à l'Europe, vous l'avez fait devant les tribunaux civils, vous avez été en appel. Et jusqu'à présent, on fonctionne dans un cadre qui nous est toujours autorisé. Deuxième élément, par rapport à cet antagonisme, le public interdirait le fonctionnement du privé. Deux exemples. Le marché nord-américain, vous en avez parlé tout à l'heure, il se concentre, il est hyper concentré. Donnez-moi le nom du média de service public européen. Il n'y en a pas. Or, la tendance à la concentration, la disparition des petits titres, des titres prestigieux rachetés par des multimilliardaires ou des titres comme Fox News, qui vient de payer 300 millions pour ne pas aller au procès dans une bagarre où il était attesté qu'ils ne disaient pas à l'antenne ce qu'ils disaient entre eux. Et l'autre stress test belge, c'est De Pers Group. De Pers Group, 1,8 milliard de chiffre d'affaires, 360 millions d'EBITDA en 2022. Vous allez me dire, c'est parce qu'ils sont aux Pays-Bas ou au Danemark. Non, un tiers de l'EBITDA, 120 millions, est généré en Belgique flamande, avec un acteur, la VRT, qui a une activité numérique et des parts de marché en radio et en télévision supérieures aux nôtres. Donc, il y a évidemment des impacts, il y a évidemment des relations, mais nous ne trouvons ni en Belgique, au travers du prisme de DPG, qui s'est fortement concentré, ni aux États-Unis, où il n'y a pas de service public, la démonstration de cette espèce de pollution entre les uns et les autres. Et dernier point, vous parliez, François, vous avez cité des problèmes de radicalisation et de polarisation dans la presse. Vous avez cité le Brexit. Qui ont été les acteurs de la polarisation? Un groupe de médias privés. Vous avez cité Trump. Qui a été l'acteur de la polarisation? Un groupe de médias privés. Vous avez cité la France, souffler sur les braises. Qui a soufflé sur les braises? Un groupe de médias privés. Donc, considérer qu'il faut réduire l'empreinte du service public pour défendre la liberté d'expression, que tout va aller mieux, je ne rentre pas dans cette analyse. Ce qui n'empêche, je n'arrête pas de le répéter, qu'il y a évidemment à trouver d'autres formes de soutien et de régulation pour que tout le monde trouve son espace.
Et pour ne pas me faire dire ce que je ne dirai jamais, le jour où il n'y a plus que la RTBF, je partage votre point de vue, il n'y a plus de pluralisme non plus. Il n'y a plus de pluralisme non plus. Dernier élément. Quand je regarde, et c'est une étude annuelle d'une université britannique, Reuters Institute de Oxford, sur la confiance, qui est quand même la première clé de la relation entre le citoyen et les médias, en Belgique, flamande comme francophone, l'attribution du niveau de confiance le plus élevé, il est fait au service public. Et puis, au titre de presse dit de quality, la libre Belgique d'un côté, pardon. Vraiment tout de suite après. Oui, tout de suite après, bien sûr, mais bon, enfin, ok, mais le niveau de confiance le plus élevé, tout de suite après, au titre de presse, le soir et la libre, ou la libre le soir, je ne sais plus dans quel sens cela va. Et dernier élément, sur l'abonnement et la capacité à payer. Si vous regardez l'évolution du financement du secteur des médias, et que vous mettez ce que le public paye, ce que la publicité rapporte et ce que les dotations publiques rapportent, depuis les années 2010, il y a une inversion des tendances et des courbes. Aujourd'hui, en Belgique, la première source de financement, ce sont les abonnements. Les Belges francophones paient chaque année plus cher. Ils ne paient pas à la presse quotidienne. Ils paient à leurs fournisseurs de telco, Proximus, vous, Telenet, qui augmentent leurs tarifs chaque année. Ils paient à Netflix, ils paient à des tas de choses, mais aujourd'hui, dans le financement des médias, il est d'abord par le paiement du public. Bien plus que ce n'était jusqu'aux années 2010, où là, la première source, c'était la publicité et puis la dotation publique. Martine Simonis, comment vous vous situez dans ce... Plusieurs choses encore. Donc, j'entends bien Martine Simonis qui dit que le plus grand péril, c'est que la RTBF en fasse de trop. Okay. Association de journalistes, je prends acte. Je dis... Un service public fort. Tout le monde s'intéresse beaucoup à nous. Moi, je m'intéresse alors un tout petit peu aussi aux autres. En Flandre, Corelio et DPG, deux groupes de presse, sont extrêmement profitables. Extrêmement. Se sont fortement développés, sont fortement concentrés. DPG, l'année passée, selon son bilan, a investi plus de 30 millions en software. Ils ont 300 ou 400 personnes concentrées à Amsterdam dans le digital, dans une logique de concentration sur un certain nombre de choses et de pluralisme de définition de territoire très distinct sur le plan éditorial. Ok, on me dit toujours tout ce que je dois faire, je pose un jour dans cet instant-ci, alors une question, pourquoi est-ce que les médias francophones belges n'ont pas les mêmes stratégies que les médias flamands? Qu'est-ce que vous feriez à leur place? Non, vous étiez je ne suis pas à leur place. Et nous ne faisons pas les mêmes métiers, je ne suis pas à leur place. Voilà, je ferme cette parenthèse, je n'en ai jamais parlé, je n'en reparlerai plus. Mais comme on parle toujours de moi, voilà, j'observe aussi un peu ce qui se passe chez les autres. Monsieur Boucher, vous avez probablement expliqué pourquoi il fallait un service public. En disant, on a fait QR et on a quelque chose. On a fait ceci et RTL a fait. L'ordre, on fait QR, ils font quelque chose Je suis trop jeune de savoir qui a commencé entre les deux. Mais non, bien sûr. C'est vous qui avez commencé. On fait QR et puis vous étiez seul à une époque. Mais non, pas du tout. QR, ça date de 2020. QR est lui-même l'ancêtre de... Ça s'appelle Jeudi en prime. Mise au point. Mise au point. Mise au point, qui a changé de version. Jeudi en prime, on fait Jeudi en prime. Ils font une émission. Donc voilà, il y a effectivement un mimétisme. Et c'est une des fonctions du service public, c'est que dans certains domaines, et dans beaucoup de secteurs, créer des niveaux de standards dans lesquels tout le marché s'aligne et est parfois bien meilleur que nous. Et par ailleurs, on ne peut pas résumer nos 300 millions, 330 millions aux émissions dont vous parlez. On a par exemple, en 2022, 70 millions qui repartent vers les auteurs et les producteurs indépendants belges francophones. On fonctionne avec Musique 3. Musique 3, il n'y a plus de Musique 3, il n'y a plus de couverture de la musique classique. Il n'y a plus de couverture du concours Reine-Elisabeth.
on fait des séries qui se retrouvent en France, au Canada et autres. Une des séries qui a mieux marché sur Arte cet été, c'est une série belge. Une des séries qui a mieux marché sur TV5 au Canada, c'est une série belge. Donc on est dans beaucoup de domaines et on ne peut pas réduire le champ de la RTBF à un certain nombre de ses fonctions. Et donc, je pense que ce débat, il ne peut pas se réduire quand on compare la RTBF à l'action des médias privés au périmètre qui est défini. Je peux signer et vous montrer quelques exemples au niveau international d'un service public qui réduit son activité d'information drastiquement. Ça a pour conséquence que les opérateurs privés audiovisuels, je ne parle pas de la presse, réduisent leur couverture d'infos. Aussi, immédiatement, pour nous, ils la réduisent, ils font des économies dedans. Donc si on veut conserver un standard haut, et RTL y contribue avec des rédactions de qualité, clairement, on doit nous-mêmes avoir un niveau haut. Maintenant, je voudrais parler, parce que par rapport à la presse, vous le dites tout à l'heure, François, la presse a l'audience la plus large. Effectivement, je reprends la semaine passée, sur Internet, le groupe Rossel touche 2 millions de Belges francophones. Le groupe IPM, 1,4 million, la RTBF, 900 000. Expliquez-moi alors, si vous touchez 1,4 million, vous, 2 millions Rossel et 900 000 nous, en quoi nous entravons votre modèle? Je peux répondre à sa place. Non, on ne l'entrave pas. Je sais ce que vous répondre. Le problème qu'on a collectivement, et on n'a jamais été capable d'en discuter parce qu'on est toujours resté à l'introduction, c'est un problème de conversion. Et vraiment, chiffre à l'appui, le Belge francophone paie beaucoup plus pour ses médias aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il est donc prêt à payer certaines choses. Pourquoi ne le fait-il pas? Vous touchez, vous, pas moi. Moi, je ne fais pas payer. Nous ne faisons pas payer, évidemment. Si, tu fais Et payer. nous ne faisons pas payer, évidemment. Et d'autre part, nous touchons 900 000 personnes la semaine passée. Là, vous en touchez 2 millions et 1,4 million. Le problème n'est pas un problème de concurrence. Si nous avions, nous, 2 millions de personnes, 3,5 millions et vous 900 000, ok, on discuterait autrement. C'est un problème de conversion. Ces personnes qui viennent toutes les semaines sur vos sites, comment les convertir à payer? C'est ça le problème de fond. Je suis d'accord. J'ai un point d'accord avec Jean-Paul. Je ne sais pas si vous arrivez à... Parce que nous, on a l'habitude, on passe sa vie à se chamailler. Oui. Et donc j'espère que pour vous, c'est pas un peu embêtant. Mais... Et on s'entend bien pareil. Oui, il y a beaucoup de respect, il n'y a aucun problème humain, certainement pas. Et voilà, donc ça, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, c'est ça qui est chouette en Belgique, c'est qu'on peut débattre de tout. Il n'y a rien de personnel. On débat sur l'idéologie ici, sur les enjeux. Dans l'intérêt commun, Jean-Paul défend en fond l'intérêt commun, je crois que dans ma posture, je défends en fond l'intérêt commun. Mais qu'est-ce que vous lui répondez Oui, Jean-Paul Philippot quand il dit, mais j'y ça suis. marche en Flandre, Il a posé... il parvient à monnaie. Mais la Flandre, je vais y revenir après. Je trouve d'abord qu'il a posé exactement la question. Je le remercie. C'est génial, quoi. Jean-Paul a dit, le problème, c'est la conversion. On ne parle pas de conversion spirituelle ici. On parle de la conversion du gratuit au payant. Et ça, c'est évidemment pas un discours très populaire, parce que si je vous dis... en fait, on a fait une petite conférence récemment, et j'avais pris comme thème, est-ce que la liberté est payante? Bof. C'est pas très marrant comme idée. Parce que, je veux dire, si je vous dis... achetez votre liberté, vous allez dire, bah non, pourquoi je peux tout avoir gratuit, il n'y a pas de raison que j'achète. Et attendez, raisonnons un petit peu plus longtemps. À partir de la question que Jean-Paul a posée, convertir notre audience numérique, Internet. Donc globalement, on a 2 millions de visiteurs par jour, toute la presse quotidienne. Parce que je ne mets pas RTL dans le coup, je parle des sites de presse quotidienne. 2 millions. Et nous, on a fait le calcul, avec nos collègues et concurrents Rossel, il faudrait convertir. 400 000. Voilà, chiffre Et magique. vous en avez 100 000. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Alors voilà, allons droit au but. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive Est-ce pas? que c'est uniquement la faute de la RTBF, comme vous avez l'air de le sous-entendre? Non, pas que. Je dis, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut réunir et en très peu de temps. Très peu de temps. J'avais conseil d'administration ce matin dans un des groupes de presse. Je peux vous dire qu'il nous reste très peu de temps. Très peu de temps.
Sinon, c'est l'emploi qui va nécessairement payer le fait qu'il n'y a plus de ressources. Parce que 400 000 internautes qui payent un abonnement, 12 € par mois, c'est quand même pas dingue, ça amène les ressources qui permettent de payer les rédactions sans devoir demander à la communauté française de recevoir 60 millions. C'est impensable, évidemment, 60 millions, vous imaginez. En plus, si on recevait 60 millions, moi j'imagine tous les coups de téléphone qu'on va recevoir pour nous expliquer ce qu'on doit faire et pas faire. Donc, est-ce qu'on est des amoureux de la liberté? Moi, je suis un grand amoureux, je suis sûr que vous êtes tous des grands amoureux de la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est faire pouvoir entreprendre des choses, sans demander l'autorisation au pouvoir politique, sans aller mendier des centimes au pouvoir politique, parce que les lecteurs, parce que les citoyens contribuent à cette liberté, parce qu'ils financent à la vérité les rédactions. Et ce modèle économique nécessite que sur nos sites internet, plutôt que d'avoir aujourd'hui 50%, parfois plus, d'articles gratuits, on doit passer à 70% d'articles payants. Et donc, maximum 30% d'articles gratuits. Maximum. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et c'est pas compliqué. Si demain, il y a une information qui est payante chez nous et qu'on peut retrouver de manière similaire sur Internet auprès du service public, pas que, également les réseaux sociaux, mais déjà auprès du service public, c'est un énorme problème. Et là où c'est, je trouve complètement dingue, c'est le monde à l'envers, c'est qu'on va prendre l'argent des citoyens. On ne vous demande pas votre avis, c'est vos impôts. Cet argent des citoyens, on va le donner notamment ici au service public. Moi, je n'ai pas de problème avec la télévision et la radio, et je n'ai pas de problème avec l'Internet audiovisuel. Aucun problème avec ça. Mais cet argent, on dit à l'audiovisuel, vous allez aussi faire le même métier que eux. Et résultat des courses, nous, on ne sait plus vendre. À cause du fait que l'argent qu'on a pris chez les citoyens, on l'a redonné au service public pour donner gratuitement ce qu'on doit vendre. Est-ce que le problème ne se limite qu'à ça? Non, c'est trop facile de dire que c'est limite à ça. Mais honnêtement, c'est une très grosse proportion du problème. Aujourd'hui, Google nous paye. Google nous paye. Pas 10 millions, hein. Combien? C'est confidentiel, je ne peux pas dire. Et on est entre nous. Non, mais il nous paye en fait, c'est pas confidentiel. Hein. moins que l'aide de la communauté française. Ça ne sera pas confidentiel. C'est de l'argent, mais c'est pas ça qui change. C'est combien, Martine, si vous avez la réponse? Non, je n'ai pas la réponse, mais dans la mesure où je vais devoir négocier avec M. VED la part équitable des journalistes, comme c'est prévu dans la législation, il est prévu également qu'il y ait une transparence sur le financement. Mais il se fait qu'avec Google... Donc, je veux dire, vous n'avez pas envie de donner l'information maintenant, mais à un certain moment, il faudra quand même qu'elle soit sur la table. Parce qu'il vous la donne à vous, vous êtes autorisé à le divulguer aux autres. Hein. Ça, j'en fais encore ce que je veux. Ça, je ne sais pas, on verra les termes de la négociation. Je cherche à rester le plus simple possible. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je reviens à quelque chose de très simple. Une rédaction, c'est 30 à 40 millions minimum. Okay. Ce n'est pas le ministre-président de la communauté française qui va nous donner ces 40 millions. Non. Génial. C'est un système génial, parce que ça, c'est la liberté. Vous savez, en démocratie, en information, il faut trois principes de base. Vraiment retenir. Il faut simplifier tout ici. La liberté d'expression, le pluralisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs, et quand une chaîne de télévision raconte n'importe quoi, il faut qu'un concurrent, je pense que c'est aux États-Unis, ou la presse ou autre, c'est parce qu'il y a plusieurs acteurs qui se font concurrence qu'à un moment donné, les citoyens peuvent juger qui dit vrai, qui dit faux. Et le troisième élément, c'est l'indépendance par rapport au pouvoir politique. Si les médias ne sont pas indépendants par rapport au pouvoir politique, la liberté est un peu contrainte quand même. Et donc ici, quand vous avez des médias qui sont à plus de 90% financés par le marché, c'est-à-dire par les citoyens qui lisent et qui payent, comme les gens qui achètent des livres, et par le marché de la publicité, c'est magique. Tout le XXe siècle, on a pu vivre grâce à ce modèle économique de la presse qui représente les rédactions les plus importantes. Ce sont les plus grands employeurs de journalistes, de très loin. Et je dis simplement, ça c'était le modèle papier. Le modèle numérique va tout changer. Si on continue à raisonner comme l'administrateur général du service public raisonne, en disant « Moi, ce qui se passe pour le secteur privé, ce n'est pas mon problème. Je fais ce que me demande le gouvernement. Ok, je demande au gouvernement de changer les directives et que le gouvernement dise au service public «
faites votre métier, mais ne cassez pas, ne détruisez pas le marché de la presse, sinon on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Dans 6 ans, je vous fais la promesse, les rédactions vont diminuer de moitié dans le secteur de la presse. Je crois qu'on a compris les Si je peux me permettre, Ouais. ça remet en perspective ce que je disais sur la dotation. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'on doit être... Je propose même qu'il y aurait d'avoir des comptabilités distinctes, mais il faut être sûr que l'argent public est utilisé exclusivement sur du service public. Et ça, c'est une autre manière d'appréhender le sujet, parce qu'ici, on se focalise vraiment sur la question du site Internet. Mais en gros, je comprends le propos de M. Léaudet. Si grâce à votre dotation publique, vous payez des journalistes et que ces journalistes alimentent des sites Internet, alors que votre mission de service public, ce n'est pas le site web. Au départ, ce sont des missions d'information via les médias audiovisuels. Mais fatalement, vous êtes en concurrence déloyale. Et c'est là où je dis qu'à un moment, à mon sens, aujourd'hui, 330 millions, je vais vous le dire clairement, c'est trop d'argent. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un média de service public, mais c'est qu'aujourd'hui, le média de service public est tellement bien doté que par un effet naturel, il va au-delà de sa mission de base. Là, je pense qu'on a quelque chose Bon, qu'on pourrait... il relance le débat alors qu'on doit le clôturer. On va peut-être se tourner vers Bernard Cause, l'académique qui est censé pouvoir prendre de la hauteur. Comment vous pourriez résumer ce débat et le synthétiser en types de conclusions? J'insiste d'abord sur ma neutralité personnelle. Donc, je suis à temps très partiel prof à l'UC Louvain. Mon temps le plus important, mon temps principal, c'est dans une boîte qui est active dans la publicité. Donc, franchement, je veux dire, je suis neutre par rapport aux médias qui se trouvent à côté. Ceci étant dit, du coup, je voudrais dire qu'il y a des études indépendantes, académiques, qui montrent que des services publics bien dotés sont étroitement corrélés à une viabilité, une vitalité démocratique. Donc, on parle de différents pays européens, on parle effectivement d'académiques qui ont un petit peu trituré la question. Donc, un service public fort est garant quand même d'une certaine vitalité démocratique, c'est intéressant à savoir. D'autre part, on va faire un peu blunt, hein. Les éditeurs francophones ne sont pas plus cons que les autres. Par contre, effectivement, comparer le marché francophone au marché flamand est quelque part une hérésie. Pourquoi? De part et d'autre, il y a des petites populations, des relativement petites populations qui vivent à côté de grands pays qui parlent plus ou moins la même langue. Eh bien, ces deux populations ne consomment pas les médias d'une façon comparable. Pourquoi? J'en ai parlé en introduction. La perméabilité du marché francophone par rapport aux médias français, alors que du côté flamand, même s'il y a une offre importante, qualitative du côté hollandais, on regarde, on écoute, on lit massivement ce qui est de chez soi. Et donc ça c'est une différence Mais on sait que le fondamentale. Belge francophone regarde beaucoup les médias, enfin, les télévisions françaises, mais est-ce qu'il lit beaucoup la presse écrite? Alors malheureusement les chiffres, je ne les ai pas. J'ai beaucoup cherché à les avoir, mais je ne les ai pas. Mais bon, de certaines conversations informelles, c'est pas négligeable, effectivement. Et donc ça pose le problème d'une manière différente. Et alors je voulais également, donc on a beaucoup parlé de marché libre, finalement de concurrence et finalement de contexte libéral. Et effectivement, comme l'a dit François Léaudet, le marché libre a beaucoup favorisé le pluralisme, la démocratie et autres. Il est important, on est quand même hosté aujourd'hui par un parti politique, il est important pour la politique non pas d'intervenir dans le marché, mais de faire en sorte que tout le monde se batte avec les mêmes armes et d'entretenir la vitalité, le dynamisme du marché. Là où le politique a énormément de choses à faire, selon moi, c'est
de tordre le bras aux plateformes, aux réseaux sociaux et tout ça, qui sont en train de pomper des ressources. Donc, sachez qu'aujourd'hui, la pub augmente très fort du côté digital. Mais donc, quand on parle de pub digitale, il y a 20%, 30%, ça dépend des sources et personne n'a la vraie chiffre, mais il y a seulement 20 à 30% de cet argent qui revient aux médias locaux. Le reste, il est tout le temps à l'international. Enfin, c'est facile à dire, tordre le bras. Mais c'est même pas ça. Je suis désolé de vous le dire, mais moi je trouve qu'il y a un vrai problème de principe dans ce que vous dites. C'est comme si on nous expliquait quand les grands magasins sont arrivés, il faut absolument tordre le bras des grands magasins parce que l'épicier au coin de ma rue est en train de mourir. Quand les chaînes de distribution de vêtements prêt-à-porter arrivent, c'est la même chose dans un élément où, à un moment donné, moi je suis annonceur, je vais là où il y a les gens. Et donc, à partir du moment, et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que c'est absurde de limiter la publicité des partis politiques sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde pourra communiquer, sauf les partis politiques. Et donc, l'annonceur va là où il y a les gens, donc il met son argent, donc effectivement, il les met plus ailleurs. Mais à un moment donné, moi je crois que plutôt que de se dire il faut leur tordre le bras, il faut plutôt les réalités économiques. Il faut plus de régulation, c'est ça. Voilà, il faut peut-être effectivement de la régulation sur le contenu. Oui, mais pas sur les revenus. On ne va pas maintenir artificiellement des façons, des structures qui ne correspondent plus aux attentes des gens parce que les gens ne les consomment plus. Si demain, par exemple, on constate que les gens regardent moins les télés locales, on n'en a pas parlé, et qu'elles doivent diminuer leur nombre en cette raison-là, mais où est le problème? Pourquoi maintenir quelque chose si les gens ne suivent plus? C'est le même raisonnement pour la sidérurgie en Wallonie. On s'est dit on va mettre de l'argent pour la tenir. Elles sont dans la salle. Je réponds aux questions. Mais à un moment donné, voilà, il faut juste constater et se dire, ok, avec ce nouveau paradigme, comment fait-on pour garantir l'accès à l'information, le pluralisme, aussi via des plateformes? Mais s'il y a certains médias qui disparaissent au profit des plateformes, ben oui, avant, les journaux en presse papier étaient beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais il n'y a jamais un média qui en a tué un autre, mais c'est clair que ça a redimensionné les tailles. Avant, les gens s'informaient via la radio. Ben maintenant, ils le font beaucoup moins via la radio. C'est pas grave, c'est juste des changements et on doit accompagner ces changements. Mais dire les GAFAM sont obligés de reverser une partie à toute une série d'opérateurs, sauf que quand ce sont des éditeurs, s'ils utilisent leur contenu, ça c'est différent. Mais en dehors de l'utilisation de contenu, ben oui, mais ça c'est aussi une grave erreur du manque de stratégie industrielle de l'Europe qui a laissé l'ensemble des plateformes aux Américains. Mais quand les Américains gèrent les tuyaux, eh ben c'est eux qui décident de ce qu'il y a comme contenu. D'ailleurs, il y a un truc, et je termine vraiment par là, il y a un truc qui me fait beaucoup rire quand on négocie des traités commerciaux internationaux, c'est que nous, les Européens, on est très forts pour mettre, attention, il faut l'exception culturelle. Donc ça veut dire qu'on peut tout marchandiser, sauf la culture. S'il y a bien un secteur qui est hyper marchandisé aujourd'hui, mondialisé, c'est la culture, ne serait-ce que par le fait qu'aujourd'hui, ce qu'un producteur belge attend au-delà de la manne de la RTBF, c'est que Netflix un jour lui téléphone pour pouvoir financer sa série. Mais à partir du moment où les États-Unis ont toutes les plateformes qui dominent le monde, et c'est clair que ça leur donne en matière culturelle une prédominance majeure. Et donc tout ce qu'on peut raconter sur le côté reste relativement philosophique par rapport aux enjeux industriels. C'est cruel, mais on va devoir tout doucement... je pense que c'était cruel ce que je disais. Et répondre aux questions du public. Peut-être juste vous permettre, M. Coles, de terminer votre pensée. Je pense que ce que vous disiez, c'est qu'il fallait plus de régulation. Le décret SMA intègre quand même déjà toute une série de dispositifs, notamment en termes de contribution pour la production audiovisuelle. Il faudrait peut-être une législation qui soit plus dans ce sens-là. Il faut certainement y aller beaucoup plus fort. Et c'est marrant parce que Georges-Louis Boucher disait l'annonceur, il s'en fout de là où il met son argent. C'est marrant parce que justement, j'ai pris avec moi un article d'un journal de référence dans le monde de la pub en Angleterre. Eh bien, il dit, un édito qui date d'hier, dit les annonceurs ont le devoir moral et éthique de mettre leur argent dans des plateformes qui ont un surplus au niveau de la confiance. Et c'est dit par quelqu'un qui... oui, mais cette personne a certainement une valeur morale supérieure à d'autres, mais ça n'engage que sa valeur morale. Moi, je vais vous le dire autrement. Je suis un annonceur. En tant que parti politique, j'ai des budgets.
J'ai le choix aujourd'hui de dépenser 4 000 € pour avoir une page complète dans un quotidien pendant un jour ou deux, plus des bandeaux les jours suivants, etc. Pour 4 000 € sur Facebook, je vous retourne la maison. Et donc, en termes d'impact que j'ai sur les gens, en termes de type de support que je peux utiliser, ben, oui, ok, j'ai pas autant de valeur morale que la personne que vous citez, mais moi je vais vous le dire, dans l'intérêt de ma formation politique, j'irai à l'endroit où il y a le plus de gens et où ça me coûtera le moins cher pour toucher le plus de gens. De toute manière, c'est logique. moins que le PTB. En plus, voilà. Mais... Allez, une petite pirouette pour clôturer ces échanges, mais me tourner vers le public. On a en principe une demi-heure, donc ne vous privez pas pour répondre en tout cas à vos questions. Madame.